Il est de ton devoir de payer pour son mariage, ont crié mes parents lors du dîner. Tu dois contribuer à la famille. Si tu ne le fais pas, disparais d'ici pour toujours. Ma sœur a gardé le sourire. Je suis Laura, j'ai 31 ans. Mes parents viennent de me dire que je dois payer le mariage de ma sœur ou disparaître de leur vie pour toujours. L'ultimatum est tombé lors du dîner du dimanche, à ma propre table, dans ma propre maison, que je paie pendant qu'ils vivent ici depuis 3 ans. Madison était assise là avec son petit sourire suffisant, le même qu'elle affiche depuis l'enfance chaque fois qu'elle obtenait quelque chose que je n'avais pas. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre position dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu l'impression que votre propre famille profitait de vous. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Voyez-vous, mes parents ont emménagé quand papa a perdu son emploi au cabinet d'expertise comptable il y a 3 ans. Juste temporaire, ont-ils dit. C'est cela. Temporaire, comme un traitement de canal. Ils sont arrivés avec 2 valises et ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à redécorer tout mon salon avec leurs vieux meubles. Maman a immédiatement commencé à réorganiser les placards de ma cuisine parce que l'efficacité compte, ma chérie. Papa a réquisitionné le bureau à domicile pour ses activités de recherche d'emploi, qui consistaient apparemment à regarder des tutoriels de golf sur YouTube. Je dois mentionner qu'à 31 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'ai payé mes études universitaires avec des bourses et 3 emplois, j'ai obtenu mon diplôme de la faculté de droit à 25 ans avec d'énormes dettes, et j'ai passé les 6 dernières années à développer mon cabinet. Quand je suis finalement devenue avocate associée principale il y a 2 ans, je pensais avoir atteint une certaine stabilité. Faux à nouveau. Le premier signal d'alarme aurait dû être lorsqu'ils ont donné à Madison la chambre principale. Ma chambre principale. Elle a besoin de plus d'espace pour ses affaires, a expliqué maman pendant que je restais là, tenant mes propres vêtements. J'ai fini dans ce qui était autrefois ma chambre d'amis, dormant sur un lit simple que j'avais acheté pour les amis de passage. Mais, je suis avocate. Je peux m'adapter, n'est-ce pas? Faux. Les factures ont commencé à s'accumuler immédiatement. Soudainement, ma facture d'électricité a triplé parce que quelqu'un avait besoin que la maison soit à 72 degrés toute l'année. Mon budget d'épicerie a explosé parce que papa a développé un goût pour tout ce qui est biologique, et maman a décidé qu'elle était une cuisinière gastronomique. Quand j'ai mentionné l'augmentation des dépenses, maman m'a tapoté la main et a dit « Oh, ma chérie, la famille prend soin de la famille. Tu comprends ?» J'ai compris. Très bien. J'ai compris que je finançais leur retraite pendant qu'ils me traitaient comme le personnel de maison dans ma propre maison. Madison laissait son linge dans la machine à laver pendant des jours jusqu'à ce qu'il moisisse, puis se plaignait quand je le déplaçais. Papa utilisait ma voiture sans demander, la ramenant avec un réservoir d'essence vide et des taches mystérieuses sur les sièges. Quand j'abordais les règles de base de la maison, ils échangeaient ces regards. Vous savez lesquels? Les regards qui disent que la pauvre Laura fait encore des siennes. Le point de rupture s'était accumulé pendant des mois. Chaque fois que j'entrais dans ma propre maison et que je me sentais comme une invitée. Chaque fois que je payais des factures qui avaient doublé pendant que mes dépenses personnelles disparaissaient. Chaque fois que quelqu'un utilisait l'expression « notre maison » en parlant de ma propriété. Mais j'avais été élevé avec la croyance que la famille passe toujours en premier. Que les personnes qui réussissent aident les autres. Que remettre en question la dynamique familiale faisait de vous une personne égoïste. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée le mois dernier quand j'ai découvert qu'ils disaient aux gens que j'avais des difficultés financières et qu'ils avaient emménagé pour m'aider. M'aider. Ma voisine, Madame Patterson, a mentionné à quel point il était adorable que mes parents me soutiennent pendant ma période difficile. J'ai failli m'étouffer avec mon café du matin. Pardon, quoi? J'ai posé ma fourchette avec précaution, ma formation d'avocate reprenant le dessus. Restez calme. Recueillir des informations. Ne pas abattre ses cartes avant d'être prête à les jouer. Le mariage, a dit maman, se servant plus de pommes de terre comme si elle ne venait pas de me demander de financer le conte de fées de ma sœur. Nous nous sommes renseignés et 28 000 devraient tout couvrir. Le lieu, les fleurs, la robe, le photographe. Madison a trouvé le plus bel endroit dans la vallée de Napa. La vallée de Napa, bien sûr, car un lieu local serait trop banal pour la princesse Madison. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur,
qui examinait sa manucure comme si le destin de son futur bonheur n'était pas en train de se décider à la table de ma cuisine. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit prudemment. C'est un investissement dans la famille, a répondu papa. Et je jure qu'il a utilisé le même ton que celui qu'il avait utilisé pour me convaincre de les laisser emménager temporairement. Madison ne se marie qu'une fois. Nous voulons bien faire les choses. En fait, ce seraient les deuxièmes fiançailles de Madison. Les premières ont pris fin lorsqu'elle a décidé que son fiancé n'était pas assez ambitieux. Mais qui tient les comptes? Certainement pas les parents qui avaient dépensé mon fonds d'études universitaires pour son année sabbatique en Europe pendant que je cumulais 3 emplois pour payer mes frais de scolarité. Depuis des semaines, j'avais le sentiment grandissant que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans notre dynamique familiale. Cela a commencé par de petits détails, en remarquant que les conversations étaient toujours centrées sur les besoins de Madison, que mes réussites étaient reconnues par de brefs hochements de tête avant de pivoter vers son dernier drame. Je suivais une thérapie depuis 6 mois, gérant enfin des années passées à faire passer les besoins de tous les autres avant les miens. Avez-vous envisagé que peut-être Madison et Tyler devraient payer pour leur propre mariage, ai-je demandé. Vous savez, comme le font la plupart des adultes. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Le sourire de maman est devenu l'une de ces choses en plastique que l'on voit sur les mannequins. Laura, ne sois pas égoïste. Tyler vient de terminer ses études de droit. Il a des prêts étudiants. Ils ne font que commencer. Ils ne font que commencer, n'est-ce pas? Les parents de Tyler possédaient la moitié de l'immobilier de San Francisco. Mais bien sûr, prétendons qu'il était un paysan en difficulté. Pendant ce temps, je ne faisais que commencer depuis 15 ans tout en finançant le style de vie de ma famille. Et si je n'ai pas les moyens? J'ai essayé une approche différente. 28 000, c'est la totalité de mon fonds d'urgence. Alors tu trouveras une solution, a dit papa, coupant son steak avec une force inutile. C'est ce que font les gens qui réussissent. Ils font en sorte que les choses se réalisent pour la famille. Les gens qui réussissent. J'ai presque ri. Il y a presque 3 ans, cette personne qui réussit était au chômage et risquait la saisie immobilière jusqu'à ce que sa fille le tire d'affaire. Mais la mémoire sélective est apparemment un trait fort dans ma famille. Madison a finalement levé les yeux de ses ongles. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu avais autre chose à acheter avec cet argent, a-t-elle dit avec ce petit haussement d'épaule qui m'exaspérait depuis l'enfance. Tu es célibataire. Tu ne voyages jamais. Tu passes ton temps à travailler. Au moins, de cette façon, ton argent servirait à quelque chose d'important. Quelque chose d'important. 15 ans à cumuler plusieurs emplois, 6 ans à bâtir une carrière juridique, et à vivre comme une religieuse pour pouvoir entretenir 3 adultes qui me traitaient comme un distributeur automatique de billets. Et ma sœur pensait que ma vie manquait de sens. Mon thérapeute, le docteur Chen, m'avait prévenu que ce moment arriverait. Lorsque vous commencerez à fixer des limites, m'avait-elle dit, les personnes qui ont profité de votre absence de limites résisteront fortement. Elles utiliseront la culpabilité, la manipulation et les ultimatums pour restaurer le statu quo. Que se passe-t-il si je dis non, ai-je demandé. Le silence qui a suivi était lourd de sens. Maman et papa ont échangé l'un de leurs regards brevetés, le genre qui avait précédé chaque grande décision familiale qui, d'une manière ou d'une autre, n'incluait jamais mon opinion. Papa s'est raclé la gorge comme s'il s'apprêtait à rendre un verdict. Alors tu n'es pas la fille que nous avons élevée, a-t-il dit finalement. La famille passe avant tout, Laura. Toujours. Si tu ne peux pas comprendre ce principe de base, alors peut-être que tu dois réfléchir à ce qui est vraiment important dans ta vie. Et si la famille est si importante, a ajouté maman. Se penchant en avant avec cette expression inquiète qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, alors tu voudras faire tout ton possible pour rendre la journée de Madison spéciale. C'est un moment unique dans une vie. Unique dans une vie. Comme mon enfance, qu'ils avaient passé à me montrer exactement où je me situais dans la hiérarchie familiale. Comme ma remise de diplôme universitaire, qu'ils avaient manqué parce que Madison avait un tournoi de tennis. Comme chaque anniversaire, vacances et réussites qui avaient été éclipsées par la crise ou la célébration du moment tournant autour de ma sœur. J'ai regardé autour de ma propre salle à manger la famille qui avait envahi mon espace et ma vie, exigeant que je finance leurs rêves tout en traitant les miens comme des arrière-pensées gênantes. Le lustre en cristal pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois projetait des ombres sur leurs visages dans l'attente.
Les planchers de bois franc que j'avais rénovés moi-même brillaient sous leurs pieds. La voix du docteur Chen a résonné dans ma tête. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit finalement. Qu'y a-t-il à réfléchir? La voix de Madison a pris ce ton pleurnichard qui lui avait toujours permis d'obtenir ce qu'elle voulait. Soit tu te soucies de la famille, soit tu t'en fiches. Soit tu veux que je sois heureuse, soit tu es jalouse que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Jalouse. Voilà. L'accusation qui m'avait suivi toute ma vie chaque fois que j'osais vouloir quelque chose pour moi-même. Jalouse quand Madison a eu la plus grande chambre. Jalouse quand elle a reçu une voiture pour son 16e anniversaire pendant que j'obtenais un travail à temps partiel. Jalouse quand nos parents ont payé ses études universitaires pendant que je contractais des prêts. Je ne suis pas jalouse, ai-je dit doucement. Je suis fatiguée. Fatiguée de quoi, a exigé papa. D'avoir une famille qui t'aime. D'avoir des gens dans ta vie qui se sont sacrifiés pour toi. La question a touché quelque chose qui s'était accumulé pendant des mois de séances de thérapie. Qu'avez-vous exactement sacrifié pour moi? Silence. Je pouvais les voir chercher frénétiquement des exemples, pour finalement ne rien trouver. Parce que la vérité était que j'avais été celle qui se sacrifiait. J'avais sacrifié ma vie sociale pour faire des heures supplémentaires. J'avais sacrifié des relations amoureuses parce que j'étais toujours stressé par l'argent. J'avais sacrifié ma tranquillité d'esprit pour assurer leur confort. Nous t'avons donné un endroit où vivre, a finalement dit maman. Vous m'avez donné un endroit où vivre, ai-je répété lentement. Dans ma propre maison que je paie. Ne sois pas dramatique, a dit Madison en levant les yeux au ciel. Tu agis comme si nous étions un fardeau. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous voyez enfin une situation clairement? Quand le brouillard se dissipe et que vous réalisez à quel point vous vous êtes éloigné du rivage. C'était moi, assise dans ma propre salle à manger, écoutant ma famille expliquer pourquoi mon argent leur appartenait. Le docteur Chen m'avait préparé à ce moment, mais le vivre était différent de le discuter en théorie. Je vais avoir besoin de temps pour y réfléchir. Combien de temps, a demandé maman, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Le lieu nécessite un acompte. Je vous le ferai savoir demain. J'ai commencé à débarrasser les assiettes, une routine domestique qui semblait soudain étrangère. Ce soir-là, j'avais besoin de réfléchir, mais je savais déjà ce que j'allais dire. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage suffisant de Madison et j'entendais l'ultimatum de papa résonner dans ma tête. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai préparé du café. Debout dans ma cuisine, regardant le lever du soleil à travers les fenêtres que j'avais payées pour faire installer, j'ai appelé la ligne d'urgence du docteur Chen, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Laura, sa voix calme a traversé le téléphone. Que se passe-t-il? Je lui ai parlé du dîner, de l'ultimatum, de la demande de 28 000. Pendant que je parlais, je pouvais entendre ma propre voix devenir plus forte, plus claire. Comment vous sentez-vous en ce moment, a-t-elle demandé. En colère, mais aussi libre. Comme si je voyais enfin la situation telle qu'elle est vraiment. Et qu'est-ce que c'est? De la maltraitance financière. De la manipulation émotionnelle. Une famille qui ne m'a jamais vu comme autre chose qu'une ressource à exploiter. Le docteur Chen est resté silencieux un moment. Que voulez-vous faire? Je veux qu'il quitte ma maison. Alors c'est votre réponse. J'ai appelé le travail pour me porter pâle et j'ai passé la matinée à me préparer. J'ai fait des recherches sur les lois concernant les locataires, bien qu'en tant qu'invité plutôt que locataire, ma famille avait moins de protection. J'ai appelé un serrurier pour programmer l'installation de nouvelles serrures. J'ai même cherché des entreprises de déménagement parce que, quoi qu'il se passe ensuite, je voulais être prête. À 7 heures du matin, j'ai frappé à la porte de papa. Il a répondu dans son peignoir, agacé. Nous devons parler, ai-je dit. De quoi? Du fait que vous déménagez aujourd'hui. Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se figer sur l'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieuse. Je vous donne 24 heures pour trouver un autre logement. Laura, tu es ridicule. Nous sommes une famille. La famille ne se traite pas comme des distributeurs automatiques de billets. Maman est apparue dans le couloir, l'air convenablement angoissé. C'est à propos de l'argent du mariage, n'est-ce pas? La voix de Madison s'est jointe depuis le pas de sa porte.
Tu nous jettes dehors parce que tu ne veux pas aider ta propre sœur. Je vous demande de partir parce que depuis 3 ans, vous vivez dans ma maison sans contribuer aux dépenses tout en me traitant comme si j'existais pour servir vos besoins. L'exigence pour le mariage n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Où sommes-nous censés aller, a exigé maman. Ce n'est plus mon problème. Vous êtes tous des adultes. Trouvez une solution. Tu ne peux pas simplement nous jeter dehors, a hurlé Madison. Nous avons des droits. En tant qu'avocate, je savais exactement quels droits ils avaient en tant qu'invités de longue durée. En fait, je le peux. Et je le fais. Papa s'est avancé, le visage rouge. Si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Tu auras choisi l'argent plutôt que la famille. Non, ai-je dit calmement. Vous avez choisi l'argent plutôt que la famille quand vous avez emménagé ici et avez décidé que mes revenus vous appartenaient à tous. C'est insensé, a dit Madison, sa voix montant vers l'hystérie. Tu ne peux pas détruire notre famille pour de l'argent. Je ne détruis rien. Je me protège de personnes qui ont passé 3 ans à profiter de ma générosité. De la générosité? Papa a ricané. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, mis un toit au-dessus de ta tête pendant 18 ans. Et je vous ai remercié en vous fournissant un logement, de la nourriture et un soutien financier pendant 3 ans. Cette dette est payée. Maman a essayé une approche différente, sa voix s'adoucissant. Il ne s'agit pas du mariage. Il s'agit de respect. Il s'agit de limites. Il s'agit d'équité fondamentale. J'ai gardé ma voix calme et professionnelle. Pendant 3 ans, j'ai soutenu 3 adultes financièrement pendant que vous me traitiez comme si je ne comptais pas dans ma propre maison. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. Vraiment? À quand remonte la dernière fois que l'un de vous m'a demandé comment j'allais? À quand remonte la dernière fois que vous avez reconnu que je travaille 60 heures par semaine pour payer pour nous tous? À quand remonte la dernière fois que vous avez traité cet endroit comme ma maison au lieu d'une propriété commune à laquelle vous avez droit? Silence. Vous avez 24 heures, ai-je répété. Je changerai les serrures demain soir. Et si nous ne partons pas? La voix de papa était provocante. Madison a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Laura, s'il te plaît. Je vais me marier. C'est censé être la période la plus heureuse de ma vie. Pendant un instant, j'ai ressenti la vieille sensation familière de culpabilité, l'envie de la réconforter, de résoudre ses problèmes, d'être la bonne sœur qui fait passer les autres en premier. Puis je me suis souvenu des mots du docteur Chen. Vous ne pouvez pas vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Madison, tu peux avoir un mariage heureux, mais pas un mariage financé par les économies de ma vie. Mais Tyler s'attend à une belle cérémonie. Sa famille a de l'argent. Ils nous jugeront si nous ne pouvons pas nous offrir quelque chose de décent. Et voilà, le vrai problème. Madison était gênée par leur situation financière et s'attendait à ce que je la résolve pour elle. Alors peut-être que la famille de Tyler devrait payer. Il ne devrait pas avoir à le faire. Et moi oui. Elle n'a eu aucune réponse à cela. J'ai passé le reste de la journée à les regarder s'agiter. Des appels téléphoniques à des proches, des recherches frénétiques d'appartements sur Internet, des discussions animées pour savoir à qui incombait la faute. Personne ne semblait considérer que peut-être, juste peut-être, ils s'étaient attirés cela eux-mêmes. Vers l'heure du dîner, Tyler est arrivé. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Madison se jetait dans ses bras en sanglotant de façon dramatique. Ils ont parlé sur le porche pendant 20 minutes avant qu'ils ne partent, l'air confus et frustré. Madison est revenue à l'intérieur avec les yeux rouges et une nouvelle détermination. Tyler dit que nous pouvons repousser le mariage de quelques mois, a-t-elle annoncé. Il va parler à ses parents pour les aider à payer les frais. Tant mieux pour vous, ai-je dit. Problème résolu. Non, le problème n'est pas résolu. Tu nous jettes toujours dehors. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Nous avons trouvé une autre solution pour le mariage. Je l'ai regardée, stupéfaite qu'elle ne comprenne toujours pas. Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un flou de drames familiaux, d'appels téléphoniques de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tous voulaient savoir pourquoi j'abandonnais ma famille. Tante Patricia a appelé 3 fois. Oncle Robert a envoyé un long message sur les valeurs familiales. Même ma grand-mère, que j'aime sincèrement,
a appelé pour me demander si j'avais perdu la tête. Ils disent à tout le monde que tu les as jetés dehors à cause d'un mariage, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas exactement vrai, grand-mère. Alors quelle est la vérité? J'ai expliqué toute la situation. Les 3 années de logement gratuit, les dépenses croissantes, l'absence totale de contribution aux frais du ménage, l'exigence finale pour le financement du mariage. Oh, ma chérie, a-t-elle dit doucement quand j'ai eu fini. Je n'en avais aucune idée. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Ils sont très doués pour contrôler le récit. Ce qu'ils demandent n'est pas raisonnable. Non, ça ne l'est pas. Je suis fier de toi pour t'être défendu. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ma grand-mère, la matriarche de la famille, voyait la situation clairement. Mais mes parents et Madison n'abandonnaient pas. Papa a essayé de raisonner, expliquant que les emplois étaient difficiles à trouver à son âge. Maman a essayé la culpabilité, parlant de la déception de mon défunt grand-père. Madison alternait entre la rage et les larmes, parfois au sein de la même conversation. Où sommes-nous censés aller? A demandé maman pour la 10e fois. Il y a des appartements, des hôtels pour séjours prolongés, d'autres membres de la famille. Vous trouverez une solution. Avec quel argent? Papa peut trouver un travail. Tu peux trouver un travail. Madison peut trouver un travail. Un concept révolutionnaire. Je sais. Tu es cruel. Je suis pratique. Vous êtes tous des adultes capables qui ont choisi de ne pas travailler parce que j'ai rendu ce choix facile. À 18 h le mardi, exactement 24 heures après mon ultimatum, ils étaient toujours là. Je suis rentré du travail pour les trouver dans le salon avec leurs valises, ressemblant à des réfugiés. Nous avons besoin de plus de temps, a dit papa. Vous avez eu 3 ans. Juste une semaine de plus. Nous avons des pistes pour des appartements. Non. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Que fais-tu? A haleté maman. J'appelle la police pour expulser des intrus de ma propriété. Tu n'oserais pas, a dit Madison. Regardez-moi faire. Avant que je puisse finir de composer le numéro, papa a levé les mains. Très bien, nous partons. Il leur a fallu encore 2 heures pour tout emballer. J'ai regardé depuis la cuisine, buvant du thé et me sentant étrangement calme. Cela aurait dû être traumatisant, mais au lieu de cela, c'était comme regarder un poids être soulevé. Maman a été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée à la porte, les larmes aux yeux. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. J'espère que je le serai. Après leur départ, j'ai marché seul dans ma maison pour la première fois en 3 ans. Le silence était magnifique. Mon espace, mes règles, ma paix. J'ai préparé un dîner pour une personne et je l'ai mangé à la table de ma propre cuisine sans que personne ne se plaigne de mes choix. J'ai regardé ce que je voulais à la télévision sans négocier. Je me suis couché tôt sans que personne ne me demande de résoudre ces problèmes. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les appels ont commencé le lendemain matin. Madison sanglotant, me suppliant de reconsidérer ma décision. Maman énumérant toutes les raisons pour lesquelles je faisais une terrible erreur. Papa alternant entre la colère et les tentatives de manipulation émotionnelle. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû fixer des limites à des personnes qui refusent de les respecter. Le travail a été un soulagement. Des problèmes normaux, des heures facturables, des réunions avec des clients qui n'impliquaient pas de culpabilisation familiale. Ma collègue Jennifer a remarqué que je semblais différente. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit autour d'un café. Je me sens plus légère. Tant mieux pour toi. Les situations familiales peuvent être toxiques. Elle avait raison. Pendant 3 ans, j'avais été tellement concentré à garder tout le monde heureux que j'avais oublié à quoi ressemblait mon propre bonheur. Mais la campagne de pression ne faisait que commencer. Tyler a appelé ce soir-là. Sa voix était prudente, diplomate. Laura, je sais que les choses sont compliquées entre toi et ta famille en ce moment. Est-ce qu'il reste avec toi? Temporairement. Juste jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de permanent. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui.
Le pauvre gars n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Tyler, laisse-moi te donner un conseil. Fixe des limites claires sur la durée de ce temporairement et respecte-les. Sinon, tu auras la même conversation avec quelqu'un d'autre dans 3 ans. Madison dit que tu as toujours été jalouse de sa réussite. Sa réussite? J'ai presque ri. De quelle réussite s'agirait-il? Ses fiançailles, son bonheur, la vie qu'elle est en train de construire. Tyler, Madison a 28 ans et n'a jamais gardé un emploi pendant plus de 6 mois. Je la soutiens financièrement depuis 3 ans. Quelle partie de cela suggère qu'elle a réussi? Le silence à l'autre bout du fil m'a tout dit. Elle a dit que tu payais des choses parce que tu voulais aider. A-t-elle mentionné qu'on ne m'a jamais demandé si je voulais aider, ou qu'aider signifiait renoncer à ma chambre principale, à mon bureau à domicile et à la majeure partie de mon salaire? Non. Elle n'a pas mentionné ça. Pose-toi cette question. Si Madison a tant de succès et est si indépendante, pourquoi a-t-elle besoin que sa sœur paie son mariage? Après que Tyler ait raccroché, j'ai ressenti un mélange familier de tristesse et de soulagement. De la tristesse que la manipulation de ma famille se soit propagée à quelqu'un d'autre. Du soulagement que ce ne soit plus mon problème à gérer. Les jours suivants ont amené un défilé de messagers. Des amis de la famille appelant pour exprimer leur déception. Des parents éloignés partageant leurs opinions sur mon caractère. Même ma coiffeuse avait entendu l'histoire et s'est sentie obligée d'intervenir. La famille, c'est tout, a-t-elle dit en me coupant les cheveux. On n'a qu'une seule famille. C'est exactement le problème, ai-je répondu. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie de paix et de tranquillité, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur la version des faits de ma famille. Apparemment, j'étais un monstre sans cœur qui avait jeté ses parents en difficulté à la rue pendant leur période de besoin. Madison était la victime innocente dont la sœur maléfique avait détruit ses rêves de mariage par pure méchanceté. Ma voisine, Madame Patterson, a frappé à ma porte avec un plat en cocotte et une expression inquiète. « Comment tenez-vous le coup, ma chérie ?» a-t-elle demandé. « J'ai entendu parler de votre situation familiale. » Qu'avez-vous entendu exactement? Que vous aviez des difficultés financières et que vous aviez dû demander à vos parents de partir. Je l'ai fixé. Madame Patterson, je n'ai pas eu de difficultés financières. J'ai demandé à mes parents de partir parce qu'ils vivaient ici gratuitement depuis 3 ans pendant que je payais toutes leurs dépenses. Son visage a changé alors qu'elle assimilait cette information. Oh, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je suis sûr que non. Le contrôle du récit était impressionnant. Je devais admettre que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient transformé 3 années de dépendance financière en m'aidant à traverser des moments difficiles. Mon exigence d'équité fondamentale était devenue de la cruauté. Leur sentiment d'avoir tous les droits avait complètement disparu de l'histoire, mais tout le monde n'y croyait pas. Mon amie Sarah a appelé ce week-end-là. J'ai croisé ta mère à l'épicerie. Elle m'a raconté une histoire folle sur le fait que tu les avais jetés dehors par jalousie à propos du mariage de Madison. Et cela ne tenait pas debout. Depuis quand es-tu jalouse de qui que ce soit? Tu es la personne la plus généreuse que je connaisse. J'étais trop généreuse. Alors, que s'est-il vraiment passé? Je lui ai tout raconté. Les années de soutien financier, les dépenses croissantes, l'ultimatum du mariage, le manque total de respect pour mes limites. Mon Dieu, Laura, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'étais gêné, et parce que je pensais que c'était des choses normales en famille. Ce n'est pas normal. C'est de la maltraitance financière. Entendre quelqu'un d'autre le dire l'a rendu réel. Ma famille n'avait pas seulement été inconsidérée ou exigeante. Ils avaient été maltraitants. Sarah n'était pas la seule à voir clair dans leur jeu. Ma grand-mère a rappelé. J'ai réfléchi à notre conversation, a-t-elle dit. Et j'ai observé la façon dont tes parents gèrent cette situation. Comment ça? Ils ne prennent aucune responsabilité. Ils se font passer pour des victimes et te font passer pour la méchante. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui est vraiment en tort ici. C'est difficile, grand-mère. Je n'arrête pas de me demander si j'ai fait la bonne chose. Ma chérie, la bonne chose est rarement la chose facile. Tu t'es défendue. C'est toujours bien. Son soutien signifiait tout, d'autant plus que d'autres membres de la famille poursuivaient leur campagne de culpabilisation. Mais le véritable test est survenu 3 semaines plus tard lorsque Tyler a rappelé.
Laura, nous devons parler. Sa voix était différente cette fois, tendue, frustrée. Que se passe-t-il? Ta famille. Il reste toujours avec moi. C'était censé être temporaire, mais il ne cherche plus d'appartement. Il traite ma maison comme si c'était la leur. J'ai presque souri. Presque. Bienvenue dans mon monde, Tyler. Madison n'arrête pas de me demander de payer les frais du mariage. Elle dit que, puisque tu ne veux pas aider, je dois prendre le relais et prouver que je l'aime. Et que penses-tu de cela? Je pense que je commence à comprendre pourquoi tu leur as demandé de partir. L'appel de Tyler a été la première fissure dans le front uni de ma famille, mais ce ne serait pas la dernière. Ils sont ici depuis 3 semaines, a-t-il poursuivi. Et ton père n'a pas postulé pour un seul emploi. Ta mère se plaint de tout, de la pression de l'eau à la marque de café que j'achète. Et Madison. Madison, quoi? Elle planifie cet énorme mariage comme si l'argent n'était pas un problème. Elle regarde des robes qui coûtent plus cher que ma voiture. Quand j'ai essayé de suggérer une cérémonie plus petite, elle m'a accusé de ne pas l'aimer assez pour vouloir son mariage de rêve. J'ai ressenti un pincement de sympathie familier pour cet homme qui découvrait ce que je savais depuis des années. Les rêves de ma famille étaient toujours accompagnés de la facture de quelqu'un d'autre. Tyler, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Que t'a dit Madison sur la façon dont elle subvenait à ses besoins ces dernières années? La pause en disait long. Elle a dit qu'elle était entre 2 emplois, se concentrant sur la planification du mariage depuis 3 ans. Eh bien, elle a dit qu'elle aidait à prendre soin de tes parents. Par aider, tu veux dire vivre gratuitement pendant que je payais pour tout? Une autre pause. Elle a fait en sorte que ça ressemble à des sacrifices de sa part. Le seul sacrifice que Madison avait fait était d'abandonner tout semblant d'indépendance, mais je n'ai pas dit cela. Tyler le comprenait par lui-même. Écoute, a-t-il dit finalement. J'ai appelé parce que j'ai besoin de conseils. Comment puis-je les faire partir sans détruire ma relation avec Madison? Tu ne peux probablement pas faire les deux. Que veux-tu dire? Tyler. Madison n'a jamais appris que ses actions ont des conséquences parce que quelqu'un la sauve toujours de ses conséquences. Si tu la sauves maintenant, tu la sauveras pour le reste de votre relation. Mais je l'aime. Je l'aime aussi. C'est pourquoi j'ai passé 3 ans à l'encourager dans cette voie. L'amour ne signifie pas accepter un comportement inacceptable. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais plus coupable de ma décision. Je me sentais désolé pour Tyler, désolé pour mes parents qui avaient créé ce désordre. Même désolé pour Madison, qui n'avait jamais appris les compétences de base d'un adulte. Mais je ne me sentais pas coupable de m'être protégé. Cette clarté a duré exactement 2 jours, jusqu'à ce que Madison se présente à mon bureau. Elle est entrée dans le hall avec une apparence parfaite, des vêtements de marque et une manucure fraîche. Chaque centimètre d'elle incarnait la jeune femme à succès qu'elle n'avait jamais été en réalité. Mon assistante m'a appelé. Laura, votre sœur est ici. Elle dit que c'est urgent. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la voir. Madison est entrée dans mon bureau comme si elle en était la propriétaire, s'installant dans la chaise en face de mon bureau avec une élégance étudiée. Joli bureau, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Le succès te va bien. J'ai attendu. Madison ne faisait jamais de compliments sans vouloir quelque chose. Je suis venu m'excuser, a-t-elle dit finalement. C'était inattendu. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, et je réalise que nous avons peut-être profité de ta générosité. Peut-être. La nuance était révélatrice. Je veux arranger les choses entre nous, a-t-elle poursuivi. La famille est trop importante pour être perdue pour de l'argent. Que proposes-tu exactement? Tyler et moi te rembourserons. Pas tout d'un coup, évidemment, mais nous mettrons en place un plan de paiement, et nous paierons notre propre mariage. Quelque chose de petit et de raisonnable. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que ça l'était probablement. Où est le piège, Madison? Son masque de sang-froid a légèrement glissé. Il n'y a pas de piège. Je veux juste retrouver ma sœur. Alors pourquoi as-tu l'air d'être sur le point de me demander quelque chose? Elle a tripoté la bandoulière de son sac à main, un signe révélateur que j'avais appris à reconnaître il y a des années. Eh bien,
Le fait est que la maison de Tyler est vraiment petite pour 4 personnes, et son bail comporte des restrictions concernant les invités de longue durée, alors nous espérions. Et voilà. Vous voulez revenir vivre ici? Juste temporairement, juste jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de permanent, et nous paierions un loyer cette fois. Je te le promets. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant le visage de ma sœur. Elle avait l'air sincère. Mais Madison avait toujours été douée pour avoir l'air sincère quand elle voulait quelque chose. Combien de loyer? Nous pensions peut-être à 8 cents par mois. Mon hypothèque seule était de 2800. Ajoutez les services publics, les taxes foncières, l'assurance et l'entretien de base, et 8 cents ne couvriraient pas le quart des coûts réels, mais c'était un progrès par rapport à l'offre précédente de 5 cents. Et combien de temps dure ce temporairement à cette fois? 6 mois maximum, juste le temps de nous marier et de trouver notre propre logement. Où aura lieu le mariage? Nous regardons des lieux plus petits. Peut-être quelque chose dans les 15 000. 15 000. Toujours ridicule pour quelqu'un sans revenu, mais mieux que 28 000. Madison, pourquoi devrais-je te faire confiance cette fois? Parce que j'ai appris ma leçon. Je sais que j'avais tort avant. Quelle leçon as-tu apprise exactement? Elle a bougé inconfortablement. Que les relations familiales sont plus importantes que l'argent. Mauvaise réponse. La leçon aurait dû être que les adultes subviennent à leurs propres besoins et contribuent équitablement aux dépenses partagées. Mais Madison considérait toujours cela comme un problème d'argent contre la famille au lieu d'un problème de respect et de limites. J'apprécie tes excuses, ai-je dit prudemment. Mais je ne suis pas prête à changer d'avis sur la situation de logement. Son masque de sang-froid s'est davantage fissuré. Laura, s'il te plaît. Tyler est sur le point de nous jeter dehors, lui aussi. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Et maman et papa? Ils ont trouvé un appartement, non? Ils sont dans un studio. Il y a à peine de la place pour eux, sans parler de Madison et moi. Alors, mes parents avaient atterri quelque part. Probablement une résidence avec service ou une communauté pour personnes âgées qu'ils pouvaient réellement s'offrir. Tant mieux pour eux. Madison, tu as 28 ans avec un diplôme universitaire. Tu peux trouver du travail, gagner de l'argent et louer ton propre appartement comme n'importe quel autre adulte en Amérique. Mais le marché du travail est terrible, et la plupart des endroits veulent de l'expérience que je n'ai pas parce que j'ai été sans emploi pour aider la famille. Aider la famille. Elle avait réussi à recadrer 3 ans de chômage en service familial. Tu as été sans emploi parce que tu as choisi de ne pas travailler. Ce n'est pas juste. Quelqu'un devait s'occuper de maman et papa. De quels soins avaient-ils besoin? Papa n'est pas handicapé, et maman est parfaitement capable. Madison a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Parce que la vérité était que nos parents n'avaient pas eu besoin de soins. Ils avaient eu besoin d'un soutien financier, que j'avais fourni pendant que Madison profitait des avantages sans y contribuer. Écoute, a-t-elle dit en changeant de tactique. Tyler commence à poser des questions sur l'argent et les responsabilités. Si je ne trouve pas une solution bientôt, il pourrait annuler les fiançailles. Et voilà le vrai problème. Madison ne s'excusait pas parce qu'elle avait appris quelque chose. Elle s'excusait parce que son filet de sécurité était en train de disparaître. C'est peut-être ce qui serait le mieux pour vous deux. Les yeux de Madison se sont écarquillés sous le choc. Comment peux-tu dire ça? J'aime Tyler. Vraiment? Ou aimes-tu l'idée d'être marié et d'avoir quelqu'un d'autre pour résoudre tes problèmes financiers? C'est une chose horrible à dire. Madison, qu'apportes-tu exactement à cette relation à part t'attendre à ce que Tyler paie pour tout? La question est restée en suspens entre nous. Je pouvais l'avoir cherché frénétiquement une réponse et j'ai pu voir le moment où elle a réalisé qu'elle n'en avait pas. J'apporte de l'amour, a-t-elle dit finalement. Mais sa voix était faible. L'amour ne suffit pas pour un mariage. Tu as besoin d'un partenariat, de responsabilités partagées, de respect mutuel. Ce que tu offres à Tyler, c'est ce que tu m'as offert. Le privilège de financer ton style de vie tout en recevant en retour de la culpabilité et de la manipulation. Madison s'est levée brusquement. Son sang-froid s'est finalement brisé. Tu es devenue froide, Laura. Le succès t'a rendue froide. Non, ai-je dit doucement. Fixer des limites m'a rendue plus saine. Madison a quitté mon bureau en larmes,
et j'ai ressenti cette torsion familière de culpabilité dans mon estomac. Mais cette fois, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était. Un conditionnement. Des années de conditionnement qui m'avaient fait me sentir responsable des émotions des autres, même lorsque ces émotions étaient le résultat de leur propre mauvais choix. J'ai appelé le docteur Chen ce soir-là. « Comment vous sentez-vous par rapport au déroulement de la conversation ?» a-t-elle demandé. Coupable, mais aussi lucide. Je pouvais voir exactement ce qu'elle faisait, et je ne suis pas tombé dans le panneau. C'est de la croissance. Cela ne fait pas du bien. La croissance fait rarement du bien. Vous changez des schémas qui ont été en place toute votre vie. C'est un travail difficile. Elle avait l'air si perdue quand elle est partie. Madison est perdue. Mais Laura, vous n'êtes pas responsable de la retrouver. Elle doit faire ce travail elle-même. Le docteur Chen avait raison. Mais ça faisait toujours mal de voir ma sœur lutter. La différence était que maintenant, je comprenais la différence entre aider et entretenir une dépendance. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu des nouvelles par le bouche-à-oreille familial. Madison et Tyler avaient rompu. Elle avait emménagé chez un ami. Mes parents se débrouillaient dans leur studio avec papa travaillant à temps partiel dans une quincaillerie et maman faisant de la saisie de données depuis la maison. Le récit familial avait de nouveau changé. Maintenant, j'étais la sœur à succès qui avait abandonné sa famille dans leur période de besoin. La sœur qui avait choisi l'argent plutôt que l'amour, la carrière plutôt que la famille, l'égoïsme plutôt que le sacrifice. J'aurais peut-être cru à ce récit un an auparavant, mais la thérapie m'avait donné des outils pour reconnaître la manipulation. La version des faits de ma famille exigeait que je croie que vouloir le respect fondamental dans ma propre maison était égoïste, qu'attendre d'adultes qu'ils subviennent à leurs besoins était cruel, que refuser de financer les rêves des autres était un abandon. Je ne croyais plus à rien de tout cela. Mais le véritable test de ma résolution est survenu 6 mois plus tard lorsque Madison m'a appelé à 2 heures du matin, en sanglotant. « Laura, j'ai besoin d'aide. » Je me suis assise dans mon lit, immédiatement alerte. « Qu'y a-t-il ? Es-tu blessée ? Je suis enceinte. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Madison, sans emploi et célibataire, allait avoir un bébé. « En es-tu sûr ? » J'ai fait 3 tests. Je suis allé dans une clinique. J'en suis sûr. Qui est le père ? Un type que j'ai rencontré dans un bar. Je n'ai même pas son vrai numéro. Mon cœur s'est brisé pour elle. C'était exactement le genre de crise que ma famille s'était spécialisée à créer. Le genre qui nécessitait un sauvetage immédiat de la part de quelqu'un d'autre. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. « Je n'ai pas les moyens d'avoir un bébé, Laura. Je peux à peine me nourrir. J'ai besoin d'argent pour les visites chez le médecin, et j'ai besoin d'un endroit où vivre avec un bébé, et j'ai besoin d'aide. » C'était ça. L'urgence qui justifierait tout. La crise qui ferait de moi la méchante si je ne volais pas à la rescousse. Ma sœur enceinte, seule et désespérée, ayant besoin de sa sœur à succès pour la sauver. 1 an auparavant, je l'aurais invitée à revenir immédiatement. J'aurais tout payé, je l'aurais soutenue pendant sa grossesse et au-delà. Je me serais convaincu que c'était ce que faisait la famille. Madison, je suis désolé que tu traverses ça. Vas-tu m'aider ? La question est restée suspendue entre nous comme un pont que je pouvais choisir de traverser ou de brûler. Je vais t'aider à chercher des ressources. Le programme Medicaid pour les soins prénataux, le programme d'assistance nutritionnelle spéciale pour les femmes, les nourrissons et les enfants, les programmes de logement pour les mères célibataires. Il existe des systèmes de soutien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et tu le sais. Je sais. Laura, s'il te plaît. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Si, tu as d'autres options. Tu as les mêmes options que toute autre femme enceinte dans ta situation. Tu peux postuler à des programmes d'assistance, trouver un travail qui s'adapte à la grossesse, contacter le père du bébé ou envisager l'adoption si tu n'es pas prête à être mère. Je ne peux pas faire ça toute seule. Tu n'es pas obligé de le faire toute seule. Il y a des systèmes de soutien, des conseillers, des programmes conçus pour aider. Mais Madison, je ne peux plus être ton seul système de soutien. Le silence à l'autre bout était dévastateur. Alors c'est tout, a-t-elle chuchoté. Ta propre sœur est enceinte et effrayée, et tu vas l'abandonner. Je ne t'abandonne pas.
Je refuse de t'entretenir dans ta dépendance. Il y a une différence. Elle a raccroché sans un mot de plus. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit-là. J'ai fixé le plafond, remettant tout en question. Étais-je sans cœur? Étais-je en train d'abandonner ma sœur au moment où elle avait le plus besoin de moi? Étais-je tellement concentré sur les limites que j'avais perdu ma compassion? Au matin, j'avais ma réponse. La compassion n'exigeait pas que je sacrifie ma sécurité financière et mon bien-être émotionnel. Aider ne devait pas signifier assumer l'entière responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai appelé le docteur Chen pour une séance d'urgence. Vous doutez de vous-même, a-t-elle observé après que je lui ai parlé de l'appel de Madison. Ne devrais-je pas? Elle est enceinte et seule. Elle est enceinte et a des choix à faire concernant son avenir. Vous pouvez la soutenir sans la sauver. Et s'il lui arrive quelque chose? Et si elle ne peut pas gérer cela? Laura, et si elle le pouvait? Et si être forcée de gérer sa propre crise était exactement ce dont Madison avait besoin pour enfin grandir? C'était une dure vérité, mais le docteur Chen avait raison. Chaque fois que j'avais sauvé Madison des conséquences, je l'avais empêchée d'apprendre à gérer des situations difficiles. Je l'avais maintenue dépendante au lieu de l'aider à devenir indépendante. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai recherché toutes les ressources disponibles pour les femmes enceintes dans la situation de Madison. Des programmes d'assurance maladie, une aide alimentaire, une aide au logement, des programmes de formation professionnelle, même des cours sur la parentalité. J'ai compilé le tout dans un document détaillé et je le lui ai envoyé par courrier électronique avec une note. Je crois en ta capacité à gérer cela. Voici des outils pour t'aider à réussir. Elle n'a pas répondu. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles par les canaux familiaux. Madison avait postulé pour l'assurance maladie et le programme d'assistance nutritionnelle. Elle avait emménagé dans un programme de logement de transition pour femmes enceintes. Elle avait même obtenu un emploi à temps partiel dans une garderie qui lui permettrait d'amener le bébé au travail. Elle gérait la situation, pas parfaitement, pas sans difficulté, mais elle la gérait. Mes parents, pendant ce temps, s'étaient installés dans leur nouvelle réalité. L'emploi à temps partiel de papa s'était transformé en travail à temps plein lorsque son patron a reconnu son expérience. Maman avait découvert qu'elle aimait vraiment la saisie de données et envisageait de retourner à l'école pour suivre une formation en informatique. Ils géraient la situation, eux aussi. Les réunions de famille dont j'entendais parler par ma grand-mère étaient des événements plus petits, plus calmes, moins de drames, moins de crises financières, plus de vraies conversations sur la vie des gens au lieu de leurs urgences. Je n'étais pas invité à ces réunions, et cela faisait mal. Mais on ne me demandait pas non plus de les financer, de les gérer ou de réparer ce qui n'allait pas. J'apprenais à vivre avec la blessure tout en appréciant la paix. 1 an après mon ultimatum, j'ai croisé Tyler dans un café du centre-ville. Il avait l'air bien, détendu d'une manière que je n'avais jamais vue quand il était avec Madison. « Laura » a-t-il dit en s'approchant de ma table avec hésitation. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien. »« Tu as l'air bien. »« Je me sens bien. »« Je voulais te remercier. »« Pourquoi ? » ?»« Pour la conversation que nous avons eue sur les limites. Elle a changé ma vie. »« Comment ça ? » J'ai réalisé que j'étais sur le point d'épouser quelqu'un qui s'attendait à ce que je résolve tous ses problèmes tout en ne contribuant en rien aux solutions. Ce n'est pas un partenariat. Fréquentes-tu quelqu'un ? En fait, oui. Quelqu'un qui travaille aussi dur que moi, qui paie ses propres factures. Qui me traite comme un partenaire plutôt que comme un compte bancaire. J'ai souri, sincèrement heureuse pour lui. Cela semble merveilleux. Le bébé de Madison est magnifique, au fait. Elle publie parfois des photos. Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas vu de photos de mon neveu. Je ne savais même pas si c'était un garçon ou une fille, mais la mention désinvolte de Tyler m'a indiqué que Madison se débrouillait assez bien pour maintenir une présence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle va bien? D'après ce que je peux voir, elle s'en sort. Le bébé a l'air en bonne santé et heureux. Après le départ de Tyler, je suis resté longtemps dans le café, réfléchissant aux choix et aux conséquences. Mon choix de fixer des limites a eu des conséquences. Je vivais toujours avec des relations perdues, des réunions de famille dont je ne faisais pas partie, un neveu que je ne rencontrerai peut-être jamais. Mais il y a eu aussi des conséquences pour lesquelles j'étais reconnaissante.
Une sécurité financière que je n'avais jamais eue auparavant. La paix dans ma propre maison. Des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Un sentiment de valeur personnelle qui n'était pas lié à mon utilité pour les autres. Je suis rentré chez moi dans ma maison calme, j'ai préparé un dîner pour une personne et je me suis installé pour regarder un film que j'avais choisi sans consulter les préférences de qui que ce soit d'autre. Mon téléphone n'a pas sonné pour des urgences familiales. Personne ne m'a demandé de résoudre ses problèmes ou de financer ses rêves. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même au lieu de vivre pour l'approbation des autres. C'était parfois solitaire, mais c'était aussi authentique d'une manière que mon ancienne vie n'avait jamais été. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires sur la façon de trouver le courage de fixer des limites aux personnes qui refusent de les respecter. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser d'encourager leur pire comportement. Et rappelez-vous, vous pouvez aimer quelqu'un sans financer son style de vie. Vous pouvez soutenir quelqu'un sans vous sacrifier. La vraie famille célèbre votre succès au lieu de simplement en profiter. Je m'appelle Laura. J'ai 31 ans et j'ai enfin appris la différence entre être utilisé et être aimé. La leçon m'a coûté des relations sans lesquelles je pensais ne pas pouvoir vivre, mais elle m'a donné une vie que je ne savais pas mériter. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus. Mais parfois, ce sont exactement les limites qui doivent être fixées.